Ça va Damien? Ça va très bien. Voilà, toi aussi. Bah ouais, nickel. Ce qui me paraît important, c'est de pouvoir échanger sur le bien vieillir. De plus en plus, la population vieillit. On sait qu'à partir de 2030, il y aura plus de personnes qui auront plus de 65 ans que des personnes de moins de 15 ans. On a le mur démographique qui est là, les baby boomers qui sont devenus maintenant des baby boomers et qui deviennent des dépendants boomers avec ce pic qui sera entre 2030 et 2035. Et donc ce lien peut-être aussi entre l'appart et le bien vieillir, comment pouvoir continuer à faire l'activité physique toute sa vie, quel est l'impact sur le vieillissement, est-ce que le vieillissement ça commence, enfin est-ce qu'on peut agir que quand on a 60 ans et plus, ou peut-être dès la naissance. Voilà. Bah ouais, c'est des bonnes questions qu'il faut se poser maintenant. Comme tu le dis, on est dans un contexte où ça va dégringoler en termes de bien vieillir, comme tu le dis. Et alors, est-ce que l'activité physique est le seul remède? Je pense pas, hein. C'est un ensemble de choses, mais effectivement, le mouvement de manière régulière, le plus tôt possible, en tout cas, encourage des capacités physiques qui permettent de tendre vers une autonomie et le moins de dépendance possible, et puis une qualité de vie à la retraite et encore plus loin, encore meilleure. Donc moi je suis convaincu, après tu me parles avec quelqu'un qui est sur le terrain pour prêcher la bonne parole du mouvement, de l'activité physique et de lutter contre la sédentarité dans tous les âges de la vie. Moi je suis convaincu que c'est essentiel, mais la chose dans laquelle je suis encore plus convaincu, c'est que le kinésithérapeute est l'acteur professionnel essentiel pour véhiculer ces bonnes recommandations-là. Et je pense que toi, tu en parles beaucoup aussi dans ta formation par rapport à prévenir, en tout cas, déjà la sarcopénie le plus possible chez les personnes avançant dans l'âge. Et puis, peut-être aussi insister, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que l'activité physique, le sport, le mouvement, ça a aussi un effet émulation de groupe qui peut être super intéressant à tous les âges de la vie et surtout quand on rentre dans l'âge d'or. L'âge d'or, effectivement. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais les EHPAD ont depuis 2 ans l'obligation d'avoir un référent en activité physique adaptée, mais il n'y a pas d'obligation de formation, ce qui m'interpelle beaucoup. Et évidemment, nous, on pousse à la création des métiers de kiné-coordonnateur en EHPAD, dans d'autres domaines, hein, par exemple en HAD, mais là, la thématique est plus par rapport au vieillissement. Et ce que l'on pense, c'est que le kiné-coordonnateur est très bien placé pour être aussi ce référent en activité physique adaptée. Et donc, qui va permettre de maintenir les capacités des seniors. Tout à l'heure, tu parlais de sarcopénie. Et je me dis aussi qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui relève de la rééducation et qu'est-ce qui relève de l'activité physique adaptée? Est-ce que l'activité physique adaptée, c'est de la rééducation? C'est une excellente question, Damien. En fait, l'activité physique adaptée, on peut l'utiliser dans différentes parties du soin ou en tout cas de la prise en charge de l'individu. Ça peut être utilisé à des fins de prévention, on va dire, avant que survienne la problématique, le motif de consultation, le dommage. Ça peut être utilisé dans une logique de soins quand c'est réalisé par un professionnel de santé. Donc l'activité physique adaptée en règle générale et dans le code de la santé publique est éligible pour les pros de santé qui sont les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Mais ça peut être aussi sur plutôt un domaine de prévention plutôt tertiaire, de maintien des acquis ou de prévention des récidives. Donc là, plutôt dans une logique de régularité de la pratique. Donc je te dirais que on peut rééduquer avec l'activité physique adaptée, oui,
mais avec une casquette kiné. Que c'est un moyen. C'est un outil. C'est un outil qu'on a à notre disposition. Et bien, je suis frappé, on connaît, que ce soit dans la résidence senior ou en EHPAD, différents intervenants en activité physique adaptée. Et des fois, ce qui me frappe, c'est que régulièrement, je vois alors c'est en groupe, ça crée l'émulation. Mais des fois, je me pose la question, la différence entre activité physique et activité physique adaptée. Puisque, à mon sens, le côté adapté, c'est été adapté en fonction des capacités de la personne, ce qui nécessite une évaluation avant. Donc, quelles compétences il faut pour cette évaluation. Et puis adapté par rapport aux appétences. Or, je ne suis pas certain que tous les seniors qu'il y a dans un lieu ont tous les mêmes appétences. On a des patients qui aimeraient encore éventuellement faire de la randonnée. Moi, actuellement, j'ai une patiente de 96 ans qui faisait énormément de montagne. Bon, elle a arrêté avec le décès de son mari quand elle avait 78 ans, quelque chose comme ça. Mais elle adore toujours aller se promener. J'ai un autre patient qui, lui, aime beaucoup faire du vélo. Et donc, il y en a d'autres qui aiment nager. Alors peut-être que nager, ça devient plus compliqué, mais moi, dans mon sens, l'activité physique adaptée, c'est certes en fonction des capacités, mais peut-être en fonction aussi de ce que chacun veut faire. Donc comment on fait? Est-ce que c'est toujours de groupe en fait? Ouais, c'est ce que tu définis là, c'est totalement juste. L'adaptation, elle se fait en direct quand tu as ton groupe qui évolue sous tes yeux et sous tes consignes. En fonction du niveau de chacun, tu vas gérer le curseur de la personne sur l'activité collective. Alors, tu pourras adapter la consigne, tu pourras adapter le matériel, tu pourras adapter les temps d'exercice. Ouais, mais comme tu le dis, si on part d'un bilan initial qui a fait ressortir dans un entretien motivationnel, par exemple, bien les appétences de la personne, ses attentes, ses envies, et aussi les choses qui la freinent. Je veux parler par exemple il y en a qui aiment le vélo, il y en a qui aiment la marche, il y en a qui aiment la natation, et peut-être que dans ceux-là, il y en a qui détestent la natation ou qui détestent marcher. Moi, tu ne me feras pas rentrer dans une piscine. Et ben voilà, t'imagines, là tu me dis je voudrais faire de la page, je te dis c'est cool, je t'ai pas posé les questions avant de savoir ce que t'aimais, ce que t'aimais pas, et première séance, je te mets dans le bassin, et grand bassin, où t'auras pas pied, bien entendu. Je pense que tu vas pas finir la séance avec moi, ça c'est certain, et tu reviendras pas après. Ça c'est un échec absolu. Et c'est le problème, dans ta question initiale, où tu disais quoi la différence entre activité physique et activité physique adaptée, c'est qu'une activité physique en soi, je vais choisir une activité, je vais la présenter à tout le monde, je ne vais jamais modifier les consignes en fonction des paramètres et des réussites de chacun. Tout le monde va faire la même chose, t'y arrives, c'est bien, t'y arrives pas, tant pis, il faudra suivre le groupe coûte que coûte. Non mais c'est pas grave, c'est à cause de l'âge. Oui, voilà, mais tu vois, là on rentre dans du... Alors oui, on rentre dans du sport pour tous, une activité pour tous, mais comme elle n'est pas adaptée au profil et aux capacités de chacun, tu vas créer de la différence, tu vas créer des situations d'échec, et ça va permettre de consolider le détournement de la personne vers le mouvement. Des fois, il y a des personnes qui sont complètement à la marge du sport ou de l'activité physique depuis le collège, avec des mauvais souvenirs. Et un jour, tu vas les remettre en mouvement, tu vas décider de faire une activité physique globale sans adaptation, tu vas lui remontrer ces vieux cauchemars du collège où elle était en situation d'échec, tu vas renforcer ça, et là, elle est repartie pour 40 ans d'inactivité, de sédentarité. Donc, comment on fait? Parce que, par exemple, moi, tu parles du collège, ça me parle bien, parce que je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il valait mieux être... Alors, attention, il ne faut pas mal interpréter ce que je vais dire. Mais est-ce qu'il vaut mieux être le plus mauvais des meilleurs ou le meilleur des plus mauvais? Dans le sens qu'à l'époque où j'ai fait le collège, c'était maintenant il y a une trentaine d'années, le temps passe vite, et régulièrement, le prof différenciait les garçons et les filles. Ouais. Et parce qu'il y a des différences de niveau, je dirais, de performance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence de niveau, mais de force musculaire, etc., ou de taille. Moi, j'étais relativement petit, j'ai grandi tard. Et donc, j'étais très souvent avec les filles. On était souvent 2-3 garçons
avec des filles. Ce qui, pour la confiance en soi, tout ça, pouvait interroger, puisque évidemment, le groupe des garçons se moquait de ceux qui étaient avec des filles, etc. Ah ouais. Mais par contre, ça me permettait de participer, alors que clairement, sinon, j'aurais toujours été sur la touche. Donc, comment on fait en fait pour essayer d'intégrer les personnes? Moi, ça m'a fait découvrir des nouveaux sports, et après, j'ai fait différentes activités sportives et physiques, mais clairement, j'ai pas de super souvenirs Ah non. du sport au collège ou au lycée. Bah, tu sais pourquoi? Parce que ton exemple, il est trop bien. Il est très bien. Merci d'avoir partagé cette expérience de vie. Merci. Bah, il est trop bien parce que qu'est-ce qui s'est passé? La seule adaptation, si je peux appeler ça une adaptation de ton prof de PS ou de ta prof de PS, c'était de créer des groupes de niveau ou des groupes de genre. Donc, toi, tu étais dans le groupe des filles, voilà. Bah, et ça c'est se faciliter la vie en fait, en disant bah, je vais les mettre par groupe, je vais les cloisonner par niveau, par marqueur, par vraiment identité d'appartenance à un niveau, très stigmatisant en soi. Hein. Tu me dis que tu n'en as pas eu un bon souvenir, c'est peut-être aussi pour ça. Au lieu de plutôt sortir de la zone de confort, de juste faire des groupes de niveau ou des groupes de pathologie, comme on peut en avoir aussi dans certaines activités, donc là qui sont très stigmatisantes, très cloisonnantes aussi, hein, c'est du communautarisme de niveau ou de pathologie. Ben, sortir de sa zone de confort, c'est plutôt de faire évoluer tout le monde ensemble, mais juste d'adapter la consigne, d'adapter le matériel, d'adapter l'environnement et le marquage au sol, par exemple, pour que toi, avec tes capacités de jeune collégien, plein de motivation, plein de volonté, plein de rêves encore, et ben tu puisses pratiquer même avec des gens de niveau bien supérieur. Sauf que toi, ta consigne, par exemple, moi j'aime bien l'image du tennis de table où tu avais toutes les tables, soit tu montais, soit tu descendais, tu perdais, tu descendais. Et une fois que tu avais vraiment perdu tout le temps, tu pouvais pas descendre plus, ou alors il fallait creuser, et ben, tu vois, ça c'est très stigmatisant. Ben, des montées-descentes, peut-être que toi, on a identifié tes capacités, peut-être que toi, si tu marquais un point, ben, ça en valait deux, par rapport à l'autre qui est plus fort. Parce que là, il y a une différence de niveau, de taille, de grandeur, de force musculaire, surtout à l'adolescence. On sait qu'on n'évolue pas tous de la même manière. Mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la vie, celui qui sera le moins musclé ou le moins grand, forcément, ce sera un perdant. Et ce n'est pas le bon signal que tu donnes à la collectivité, là, dès le départ, dès le collège, dès l'enfance. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le problème, c'est que si tu stigmatises déjà les gens dès le plus jeune âge comme ça, bah, eux, ils vont y croire et puis ils vont rester dans ce schéma-là jusqu'à ce qu'ils soient des seniors, bien sûr. Et pourtant, moi je me souviens par exemple du volley, ben, c'est un sport et il y a des règles là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a des championnats de volley, des compétitions de volley. Donc, des fois, il faut respecter les règles. Donc, c'est quoi sinon la différence entre sport et activité physique? Enfin, parce qu'il y a des règles aussi. Au ping-pong, il y a des règles. Enfin, le tennis de table, ping-pong, il y a des règles. Je suis d'accord avec toi. Là, si on parle vraiment du monde de l'EPS, vu comment c'est décrit dans le cahier des charges des apprentissages au collège ou au lycée, effectivement, on t'enseigne un sport. On t'enseigne quelque chose qui est fédéral, où tu peux faire de la compétition, où il y a une réglementation. C'est aussi une manière, c'est un peu l'école de la vie aussi, d'apprendre qu'il y a des règles dans le sport comme il y a des règles dans la vie. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, si on sort du monde de l'EPS, parce qu'on n'est pas des professeurs de PS, nous, hein, on va s'en extraire, mais si on en sort maintenant et que l'on reste dans ce schéma-là qui est favorisant pour certaines personnes avec des capacités et défavorisant pour d'autres, si on entretient ça après dans le monde de l'APA ou dans le monde de la kiné ou dans le monde même du sport santé, on ne va pas rassembler tout le monde. Si on veut rassembler tout le monde, dans ce cas-là, à nous de modifier les règles. On peut utiliser, tu parlais du volley par exemple, on peut utiliser la logique interne, comme ça qu'on dit, la logique interne du volleyball, c'est-à-dire tout son environnement, toute sa décoration, toute
esthétique, un filet, une balle de volley, un terrain de tel temps de mètres en largeur et en longueur, ok, et puis les réglementations spécifiques du volley. On peut tout prendre là-dessus. Par contre, on va pouvoir modifier certaines données. Peut-être que la hauteur du filet, je ne vais pas la mettre au même niveau. Peut-être que la taille du terrain ne sera pas le même. Peut-être que la balle, en même temps la balle de volley, que tout le monde a dû se prendre au moins une fois dans la figure et que certaines personnes qui n'y sont jamais retournées ont des vraies appréhensions des balles, des référentiels sphériques qui peuvent nous tomber. Surtout quand on le reçoit dans le visage. Oui, bah oui, forcément, tu vas pas le recevoir ailleurs, ce sera forcément dans la figure. Et bah peut-être que ça, on peut le modifier aussi au départ, parce qu'il y a de l'appréhension. Il y a de l'appréhension aussi de la balle, on a de l'appréhension de la douleur. Ça, il faut aussi le prendre en considération et modifier tous ces référentiels pour en faire une activité physique adaptée à toutes les attentes, toutes les craintes, toutes les motivations de la personne. Ça, on pourra en parler en formation si vous voulez, parce que sinon, ça va emboliser toute notre interview. Parce que chez les seniors, on connaît cette peur de chuter, cette appréhension de vide antérieur, et en particulier chez les personnes qui sont déjà tombées, et souvent ça passe un peu inaperçu, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de traumatisme physique, mais il y a un vrai traumatisme psychologique, parce qu'une fois qu'on a vu le sol de près, alors ça se voit des fois avec un hématome facial, mais des fois ils n'ont pas vraiment, mais quand ils n'ont pas eu la réaction parachute de mettre les mains en avant, et d'ailleurs c'est même pas une réaction parachute, on dit souvent que mettre les mains en avant c'est une réaction parachute. Non, la réaction parachute c'est avancer un pied. Si je mets les mains, c'est que je suis déjà en train de tomber. En fait, c'est une réaction de protection, mais pas parachute. Je suis tombé, mais je me protège en mettant les mains. Les personnes qui ont une fracture du poignet, c'est bien qu'ils aient eu cette réaction de protection, et souvent, c'est pas du tout celles qui ont le plus peur de retomber. Par contre, celles qui n'ont pas eu le réflexe de protection et qui ont un hématome facial léger ou important, ont vu tellement le sol de près qu'après, ils ont peur de retomber. Et donc, en fait, on a bien, chez les seniors, des fois qu'on fait des groupes, j'anime, j'ai créé un atelier, enfin, un programme d'éducation thérapeutique en prévention des chutes, avec différents ateliers en groupe, et on voit bien qu'on a des fois un certain nombre de personnes qui ont peur de se pencher en avant, qui ont peur de ce qu'on appelle le vide antérieur, et donc il y a un travail à faire de réappropriation du vide antérieur. Et donc, des exercices qui peuvent être communs à ceux qui ont cette appréhension. Au début, on va cacher le vide antérieur, par exemple en utilisant un gros ballon de Klein, etc., pour cacher, puis après on réduit la taille du ballon. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que sans me rendre compte, je fais de l'activité physique adaptée, parce que je vais adapter les modalités en fonction des personnes, en fonction de l'appréhension. Donc en fait, et ça, on le fait par le raisonnement clinique, en fait, par l'évaluation qu'on a fait des limitations des capacités fonctionnelles et des fonds de cause. Et peut-être qu'on peut faire, en tout cas nous c'est ce qu'on fait dans les groupes de TP et des prévention des chutes, des groupes homogènes en fonction de la limitation des capacités fonctionnelles. Parce qu'ils n'ont pas tous besoin de la même chose. Et des fois j'ai un peu l'impression que des fois on a juste tendance à faire des groupes pour faire des groupes qui vont plus aller dévier vers de l'occupationnel. Et on appelle ça souvent l'activité physique adaptée, alors que je ne sais pas à quoi s'adapter ou adapter à l'organisation de l'établissement. Ouais, mais ce que tu dis est totalement juste. Alors déjà, il y a vrai intérêt à faire de l'activité physique adaptée, pour le coup, en EHPAD ou en résidence senior. Là, tu prends vraiment l'exemple de l'EHPAD avec des personnes dépendantes qui ont peut-être déjà toutes eu une expérience de chute. Et ce que tu verbalises avec les visages abîmés suite à une chute avec zéro protection, effectivement, ça crée de l'appréhension. Et ça, si on réfléchit en amont, si toi, les confrères, les consoeurs, moi, on avait mis en place déjà de la prévention de la chute, de lutter contre l'appréhension du vide antérieur, comme tu le dis, par des outils que nous avons, on a déjà abordé, l'activité physique adaptée. On pourrait éviter un maximum de désagréments dans ces endroits, dans ces sanctuaires de la personne âgée. Il faut donc que tu me dis que en faisant ce que tu fais là, c'est déjà de la kiné, effectivement. Je te dirais que l'activité physique adaptée fait totalement partie de notre champ de compétences de kinésithérapeute. Maintenant, l'intégrer dans une dynamique de groupe, intégrer la personne dans une émulation, dans du mouvement, dans
de l'échange, de la socialisation, c'est pas forcément ce qu'on fait d'habitude. Parce qu'à la base, notre activité, elle est individuelle en kinésithérapie. L'activité physique adaptée, c'est vraiment une opportunité pour notre métier, pour la profession, pour le kiné, de rassembler des personnes entre elles, de jouer vraiment sur l'effet groupe. Alors, de niveau ou pas, ça se décrit, on peut débattre dessus et chacun aura son identité. Maintenant, proposer des exercices, des jeux, du ludique avec la personne âgée en EHPAD, c'est essentiel et je suis totalement convaincu que c'est aux kinésithérapeutes de le faire parce que là, on travaille quand même avec des personnes avec des limitations sévères au niveau du plan fonctionnel. Alors, je suis salarié à mi-temps dans un SMR de gériatrie, le SMR La Close. Et en fait, on a créé il y a une dizaine d'années la semaine pour le maintien de l'autonomie. Et alors, une dizaine d'années, le temps passe vite. Non, la première année, c'était en 2008 avec les Jeux Olympiques. Donc voilà, on est plus proche des 20 ans que des 10 ans. À l'époque, donc, on avait appelé, la région s'appelle le Ségala, donc les Jeux du Ségala. Puis après, on a fait ça sur une semaine de mobilisation. Et en fait, nous, on avait appelé ça la rééducation sous forme ludique, mais en fait, c'était déjà de l'APA avant l'heure. Je ne sais pas si en 2008, on parlait autant de l'APA qu'aujourd'hui. Et en fait, du volet adapté avec du ballon de baudruche, et on réglait la hauteur la hauteur du filet, du hockey, en détournant l'usage de la canne qu'on mettait à l'envers pour jouer au hockey avec différentes tailles de cages et de distance entre les cages, pour s'adapter aux capacités des différentes personnes, de la course en fauteuil roulant. On avait aussi un atelier de danse adapté, d'expression corporelle. On avait modifié le Tineti, on s'était inspiré des items du Tineti sur lequel, avec mes collègues animatrices, voilà, on avait adapté. Voilà. Et puis après, différents ateliers. Et en fait, moi, je me dis que c'est ça qui est important, en fait, ce côté ludique qui va être motivant. Maintenant, on trouve facilement sur les réseaux sociaux des posts, des publications de plein d'activités ludiques. Après, ce qui me paraît important, c'est que quand même, il y ait un bilan et un diagnostic kinésithérapique avec des objectifs rééducatifs et des stratégies. Parce que quand on voit toutes ces vidéos, ah tiens, c'est bien, ça donne des idées, mais dans quel objectif? Alors, si c'est de l'occupationnel, du social, c'est hyper intéressant. Si on est dans de la rééducation, parce qu'on intervient par exemple en tant que kiné, c'est bien pour rééduquer une pathologie. Et en fait, très souvent, malheureusement, enfin moi je vois dans les formations que je donne, au niveau de la rééducation kinésithérapique en gériatrie, comment optimiser ces séances, beaucoup viennent en fait en disant on fait toujours pareil, mais parce qu'en fait on n'a pas une évaluation fine, et on ne pose pas de diagnostic. Déjà, pas beaucoup de professionnels, malheureusement pas assez en tout cas, savent réellement ce que c'est et savent poser un diagnostic kinésithérapique qui n'a rien à voir avec le diagnostic médical et qui n'est pas du tout une synthèse des bilans. Un diagnostic kiné, ce n'est pas une synthèse des bilans. Et si on ne pose pas son diagnostic, on ne peut pas mettre en place une stratégie thérapeutique. Et moi, je vois bien l'APA comme un des outils pour atteindre des objectifs rééducatifs, mais ce n'est pas une fin en soi. Et évaluer régulièrement si la personne progresse ou si on stagne, parce que, à mon sens, dans le cadre de la rééducation, je parle, dans le cadre de la rééducation, ça doit être un outil qui permet d'améliorer les capacités fonctionnelles. Par contre, on peut aussi avoir de l'activité physique adaptée tout au long de la vie pour améliorer ses capacités fonctionnelles. Moi, je pense pas à la naissance. Aujourd'hui, on sait que le drame de l'obésité chez les enfants et de la sédentarité qui fait qu'on perd de ses capacités fonctionnelles, parce que, alors moi j'ai ce versant vieillir, mais vieillir, c'est perdre des capacités. Mais on les compense. C'est perdre des capacités et les compenser. Évidemment, si j'ai un haut niveau de capacité fonctionnelle, j'aurai une marge plus importante avant de décompenser. Ce qu'on appelle le coup de vieux, c'est cette décompensation. C'est quand on n'arrive plus à les compenser. Donc j'ai tout intérêt, dès le plus jeune âge, d'augmenter mes capacités fonctionnelles, et l'activité physique aide beaucoup, et qui n'est peut-être pas forcément adaptée, enfin tu vas y revenir. Ensuite, la maintenir
avoir de l'activité physique pour maintenir, et puis ensuite continuer à avoir de l'activité physique, même si mes capacités diminuent. Or, très souvent, on observe que des fois, il y a des ruptures d'activité physique parce qu'on n'est plus capable de le faire. Combien on a de patients qui ont une tendinite tout au long d'Achille et qui disent moi je courais, je peux plus courir, donc j'ai tout arrêté. Ou des personnes typiquement mais qui ont eu des enfants, qui ont arrêté le sport, alors c'était des sportifs parce que la vie familiale ou professionnelle a fait que c'était un peu débordé, qui à 40 ans ou 45 ans veulent s'y remettre, mais qui vont se faire mal, puisque peut-être qu'ils ont voulu refaire comme 20 ans avant, mais avec un corps qui n'avait peut-être pas les mêmes capacités. Et donc en fait le problème, c'est que ça crée une fragilité, parce que c'est quoi la fragilité? C'est la perte de ses réserves fonctionnelles. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut encore en avoir sur la pédale, avoir une bonne intégrité, ce que j'appelle une intégrité structurelle, un bon état musculo-squelettique, etc., pour pouvoir continuer à faire de l'activité physique qui va maintenir ma bonne santé, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de vieillir en bonne santé. C'est ça, c'est un vrai objectif de santé publique, hein. Donc ça démarre en fait dès le plus jeune âge avec des méthodes, des stratégies alors dans un premier temps d'appétence avec le mouvement et le mode de vie actif, mais aussi se réconcilier avec des mauvais moments vécus avec l'activité sportive, avec le mouvement. Et ce que tu dis, c'est effectivement, là on parle, tu as abordé la thématique de la personne sédentaire avec des profils qui pouvaient tendre vers du surpoids ou de l'obésité. Effectivement. Et en avançant dans l'âge, on se rend compte aussi qu'il y a des personnes âgées en situation d'obésité ou en situation de surpoids. Donc là, on a en plus une double problématique. Alors vieillir n'est pas une problématique, mais vieillir sédentairement et vieillir avec du surpoids ou de l'obésité, c'est prendre encore plus, tendre les bras encore plus à une espérance de vie réduite et à une qualité de vie en mauvaise santé sur les derniers instants. Et ça, c'est totalement ce qu'il faut contrecarrer, et ça passera forcément par déjà des politiques publiques orientées vers le mouvement et vers l'activité physique, et puis ça passera aussi par le discours des professionnels de santé, et encore une fois, j'insiste, le discours des kinésithérapeutes qui doivent être des vecteurs de mouvement, des sensibiliseurs de comportements actifs de l'enfance, de l'adolescence et à l'âge adulte et quand c'est la personne âgée. Et ce que tu disais, Damien, quand tu parlais de certains événements que tu as fait, genre des journées spécifiques type Olympiade auprès de personnes âgées, c'est trop bien, c'est des super impulsions et des super initiations, et ça encore une fois on est en mesure en tant que kiné de pouvoir les mener. Maintenant la tâche la plus importante, c'est de transformer ces journées ponctuelles en journées régulières et d'en faire en fait une sorte de récurrence, et peut-être même une récurrence pas tous les ans, pas tous les mois, presque toutes les semaines. Et c'est là l'intérêt de l'activité physique adaptée, c'est que maintenant qu'on a convaincu qu'on était capable de mettre en place des journées comme ça de manière sporadique sur les années, c'est de prouver maintenant à tout le monde, aux patients, aux familles, aux directions d'EHPAD ou de résidences seniors et même aux instances publiques, que les kinésithérapeutes sont des acteurs essentiels pour faire de l'APA auprès de ces publics-là de manière régulière. Alors, dans ces Olympiades, ce qui était intéressant, c'est que, alors, ça se faisait, et ça se fait, avec une dizaine d'EHPAD, plus le SMR, et en fait, surtout les animatrices d'ailleurs sont relais. Alors, c'est en pluripoint, les ergothérapeutes participaient, la diététicienne participait, parce que un SMR a des ressources. On a aussi des kinés libéraux qui interviennent en EHPAD et qui étaient particulièrement investis et qui étaient relais pour préparer. C'est-à-dire, en fait, il y avait un temps de préparation dans les EHPAD avant de se retrouver tous ensemble. Donc déjà, ça crée une impulsion, je dirais un peu comme on voit dans les Jeux Olympiques, sauf que là, c'était chaque année, que 1-2 mois avant, ils commençaient à préparer, le kiné était mis dans le coup, l'animatrice commençait à faire répéter un peu les différents ateliers. Donc ça crée une dynamique. Et puis aussi, c'est bête, hein, mais chaque année,
c'était un peu les mêmes personnes qui revenaient, enfin on va dire on avait au moins 50% qui étaient les mêmes qui revenaient. Et bon, il y a une médaille de participation à chacun, avec cette fierté d'avoir participé, où les familles demandaient mais qu'est-ce que c'est que cette médaille qui est apparue dans la chambre, etc. Et on en a profité pour essayer d'y intégrer quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est le TADA, le transfert assis debout et debout assis. Simplement le fait de se lever et de s'asseoir, de l'activité physique, en se penchant en avant, etc. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un super outil de communication, puisque entre les films, les photos qui étaient prises, etc., le personnel soignant, les familles, tout ça c'est affiché dans les chambres, c'est affiché dans les chambres, peuvent voir, ah mais tiens, il a pu faire ça. Alors que je projetais, et ça c'est logique, tiens, à son âge, etc., et dans son environnement, s'il est en EHPAD. En résidence senior, c'est un peu moins le cas, mais en EHPAD, c'est notamment le cas, forcément, il ne peut rien faire, on fait tout à sa place, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai. Ce qui permet d'évaluer, de montrer, de valoriser les capacités qu'a la personne, mais aussi de sensibiliser les soignants aux capacités. Et je pense que le kiné a un rôle énorme, et en premier lieu, je pense, en créant ces postes de kiné coordonnateur, mais sinon le kiné traitant, de diffuser auprès des soignants les capacités qu'ont les personnes pour les transferts, pour la marche, etc. En arrêtant cette surprotection, mais en évitant aussi la mise en danger ou l'échec. Donc, quelle est la bonne technique de marche, qu'il faut l'évaluer dans le temps, etc. Et savoir faire évoluer l'activité, parce que je pense qu'on a tendance des fois à vouloir être de plus en plus facilitant, alors que la personne peut faire des progrès. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui est tombé peut faire des progrès après, mais sauf qu'une fois qu'on a mis en place une aide technique plus importante, on ne va pas revenir en arrière. C'est très vrai aussi par exemple à domicile. Alors là, volontairement, je prends une autre image, mais qui est très parlante. C'est que quelqu'un qui va rentrer de l'hôpital, par exemple, on va mettre en place le portage des repas, et portage des repas un jour, portage des repas toujours. Parce qu'en fait, on ne va pas évaluer que la personne est capable de refaire ses repas. Donc, elle ne va pas sortir faire ses courses. Elle ne va même pas être debout pour préparer la cuisine, etc. Et on crée ce qu'on appelle de la dépendance iatrogène évitable. Tout ça pour dire que, certainement, je suis d'accord avec toi, le kiné est un acteur de santé publique. Déjà, en invitant par exemple la personne à venir au cabinet plutôt que d'aller à domicile, que s'il va à domicile, peut-être le faire sortir de chez lui, aller au jardin. Combien il y a de patients qui demandent à ce qu'on sorte la poubelle ou qu'on prenne le courrier, peut-être qu'on peut au contraire l'accompagner pour que lui se sente rassuré et être en capacité de le faire plutôt que de le faire à sa place, plutôt que rester que à l'intérieur. C'est quand même tout bête, mais je crois que c'est important d'augmenter comme ça le périmètre de marche, d'augmenter la montée ou la descente d'escalier, etc. Et des fois on n'est pas aidé par l'environnement, parce que si on est en appartement avec un ascenseur, c'est moins pratique. Les escaliers sont des escaliers en colimaçon de plus en plus qui sont peu propices à monter et à descendre, alors que je trouve que les escaliers c'est un super outil pour l'activité physique. Et on voit aussi que dans les nouvelles résidences seniors ou dans les nouvelles EHPAD, les escaliers c'est plus qu'une voie en espèce, c'est plus qu'une espèce en voie de disparition. Ça a totalement disparu. On a mis des portes pour sécuriser, pour être sûr que les personnes ne les prennent pas. C'est des escaliers qui sont en colimaçon, qui ne sont pas du tout faits pour être pris, sauf en cas d'incendie. Et donc en fait, on est dans un environnement qui est, sur un plan fonctionnel, aseptisé. On a le mobilier qui est rehaussé, toutes les chaises qui sont rehaussées, alors que la personne serait capable de se lever de plus bas. On a des lits médicalisés. Donc en fait, j'ai un peu cette impression que, quel que soit son lieu de vie, à chaque fois on va faire évoluer son lieu de vie, toujours dans la facilitation. On supprime à domicile les tapis, on met des ressorts aux toilettes, etc. Jamais on évalue que la personne a pu faire des progrès, qu'on peut arrêter au contraire et de recomplexifier l'environnement. Et donc en fait, on va diminuer petit à petit ce niveau d'activité physique. Et je trouverais ça intéressant, et je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu fait, d'évaluer, alors, à voir comment on fait, la qualité ou je dirais le niveau, la quantité d'activité physique. Et peut-être que là aussi, nos collègues enseignants pas sont peut-être particulièrement bien formés, positionnés pour le faire, et peut-être que là aussi on peut trouver, parce que souvent on parle de guéguerre entre professions, alors que je pense qu'on peut y voir une vraie complémentarité, mais chacun dans son domaine, et peut-être, moi je me bats beaucoup par exemple pour qu'en entrée en EHPAD, il y ait une évaluation systématique des nouveaux résidents. On sait qu'on perd des capacités dans les 3 premiers mois suivant l'admission, ça va très vite, les soignants ne savent pas ce que les seniors sont capables de faire, ont tendance entre guillemets pour gagner du temps de faire à la place.
Et en fait, il faudrait un diagnostic initialement créé, comme un diagnostic infirmier, comme un diagnostic ergothérapie, etc. Et peut-être avoir un bilan d'activité physique pour connaître le niveau d'activité physique et veiller à ce que la personne ne réduise pas sa quantité d'activité. Et ça existe. Ça existe. Il existe le bilan en activité physique adaptée. Et dans le bilan d'activité physique adaptée, tu auras toute une partie plutôt motivationnelle, attente, narrative. Estimation aussi de la qualité de vie, estimation de l'estime de soi. Et toute une partie évaluation des compétences physiques de la personne. Et ça, c'est intéressant parce que tu as abordé tout à l'heure déjà le fait que dans les institutions type EHPAD, il y avait un environnement facilitateur d'absolument tout pour la personne qui en fait la valorise pas, la valorisera pas puisque on va dire c'est niveau facile tout le temps. Et dans un environnement où tout est trop facile, on ne peut pas progresser. C'est comme dans tout. Si tu fais des compétitions avec des débutants toute ta carrière de sportif, tu vas pas progresser. Alors que dans la logique de phénomène un peu de surcompensation, il faut des fois sortir de notre zone de confort. Et à n'importe quel âge de la vie, une personne peut s'améliorer. On n'est pas forcément condamné à régresser parce que on entre en institution. L'APA permet déjà par son bilan de faire ressortir les capacités de la personne. Pas que les déficiences, pas que les maladies, pas que les limitations de la personne. Au contraire, on fait ressortir ce que la personne sait faire ou sait encore faire. Ça, c'est vraiment une vraie différence qu'on peut avoir par rapport à un bilan kiné plutôt traditionnel. Et dans l'APA, dans les séances d'APA elles-mêmes, le but du jeu, encore une fois, c'est que la personne réussisse, se fasse violence dans certains exercices, mais surtout qu'elle se sente valorisée de ce qu'elle fait. Et quand tu parlais des médailles tout à l'heure qui sont arborées dans les chambres, ça c'est un vrai marqueur de valorisation de la personne. Elle a réussi, elle a fait ses Olympiades, elle est valorisée par ce trophée, par cette médaille. C'est le but du jeu. Si on le fait de manière régulière, l'APA, par exemple, moi, à titre personnel, j'en fais une fois par semaine en EHPAD. Et bien depuis un moment, je vois l'estime de soi qu'a la personne augmenter, se valoriser. Parce que c'est des moments où elle peut se représenter en train de réaliser une discipline sportive qu'elle aurait pu voir à la télé. Adapté, on se comprend bien entendu, mais un petit effet, alors je dirais pas Jeux Olympiques ou Coupe du Monde, mais ça peut vraiment marcher pour impulser et donner de la valorisation à la personne. C'est super important, et en EHPAD, encore une fois, c'est vrai que on a tendance en étant institutionnalisé, et là je vais te parler quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps quand j'ai été hospitalisé. Quand on rentre dans l'institution, quand on met les pieds, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en EHPAD, moi je ne suis pas encore à l'EHPAD, mais quand on rentre dans le monde là, en tant que patient ou bénéficiaire de soins, on se sent diminué, on se sent vraiment un peu à la merci des soignants, et on se dit que en fonction du comportement qu'on peut avoir, on peut très rapidement être mis dans une case et être pris au piège dans cette case. T'es d'accord avec moi ? Oui, et une fois qu'on est identifié, on va soi-même, nous-mêmes, remplir ce rôle-là de la case qu'on s'est attribuée. Oui, exactement. Et quand tu parlais en EHPAD, une personne qui va chuter une fois, elle va avoir l'étiquette chuteur ad vitam aeternam. Alors que des fois, une chute, c'est peut-être justement parce que la personne, elle a bougé, elle avait des capacités pour bouger. Forcément, si tu as les capacités de bouger, tu as plus de chances de te retrouver en difficulté ou en perte d'équilibre. Mais est-ce que c'est un mal ? Là, peut-être pas. C'est qu'il y avait encore des capacités de mouvement. Et donc là, si on commence à mettre des contentions à tout va, c'est peut-être pas rendre service à la personne. Ça va la desservir au contraire. Donc ouais, l'expérience, quand on est hospitalisé, faut se tenir à carreau. Oui, parce qu'en fait, la personne souvent est alitée, le lit est dans le centre de la pièce, rien que l'environnement. Le lit est dans le centre de la pièce. Moi, je vois, j'ai
et je partage comme ça mon activité au cabinet libéral. J'ai fait une formation de thérapie manuelle debout et je me suis rendu compte, enfin, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir traiter la personne debout, c'est assez physiologique. Et là, j'ai pris conscience que ça faisait 15 ans, 17 ans, que j'avais dans ma salle de soins, nous au cabinet on a des vraies salles de soins, la table au milieu de la salle. Ouais. Et que spontanément le patient, même qu'il ne connaît pas, ça y est, il est déjà allongé sur la table. Ouais. Moi maintenant ma table, elle est sur un côté, ce qui m'a déjà libéré de l'espace pour bouger, marcher, etc. Et la table, elle est rangée contre un mur, comme d'autres matériels. Donc la table n'est qu'un matériel comme un autre. Et c'est plus au centre. Et bien c'est tout bête. Mais la personne, elle va rester debout. Des fois, on discute debout. Des fois, j'avance une chaise pour qu'elle s'asseye sur une chaise et elle n'est pas couchée. Et moi aussi, je suis assis. Et en fait, être assis, c'est déjà parler d'égal à égal. Regarder dans les yeux. Chez les seniors, ou enfin, chez les personnes d'ailleurs en situation de handicap, par exemple, quand ils sont assis, alors, quand ils sont couchés, c'est le cas, mais quand ils sont assis au fauteuil roulant, est-ce que nous-mêmes, on fait l'effort, on y pense, à, par exemple, se mettre en chevalier servant ou s'asseoir à côté d'eux pour avoir nos yeux au regard de ses yeux et parler d'égal à égal. Et rien que ce positionnement-là, ça change beaucoup. Mais je trouve que voilà, rien que l'environnement où le lit est au milieu, où la table de soins est au milieu, va inciter à être passif. Et d'ailleurs, dans le soin, il y a un côté un peu passif. Voilà. Et alors que maintenant, on parle de plus en plus d'ailleurs de patients experts, etc. Et tu vois, tout à l'heure, enfin, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais comme beaucoup, les capacités restantes, ce qu'ils peuvent encore faire. Mais moi, j'aimerais bien qu'on arrive à un moment à dire que les personnes âgées font. Je veux dire, on ne dit pas, toi Nicolas, je pense que tu as rarement dit, à toi, à ton âge, tu peux encore faire ça. Mais hélas, je commence à l'entendre. Mais ça fait pas très longtemps. Alors, pour le sport de haut niveau, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien que nous, partons peut-être du principe que la personne peut tout faire, et c'est notre évaluation qui va nous dire quelles sont ses incapacités, qu'on va peut-être pouvoir réduire, et quelles sont les capacités qui vont servir de levier sur lesquelles s'appuyer. Mais je trouve qu'il y a pas mal, chez tout le monde, un peu un agisme, et c'est à nous de nous former et d'y être sensibles, sur ce côté, à son âge, voilà, à son âge, comme si là j'expliquais les choses, moi là ça veut rien dire, Jeanne Calment à 100 ans elle faisait du vélo, aujourd'hui on sait qu'on vit quand même beaucoup mieux qu'avant, il faut savoir qu'au niveau des capacités fonctionnelles, quelqu'un de 70 ans aujourd'hui a les capacités fonctionnelles de quelqu'un de 60 ans dans les années 80. Donc il y a la différence est quand même énorme. Et d'ailleurs quand on parle de la retraite, quand on prenait sa retraite dans les années 80, on n'avait pas l'état de santé qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs on voit bien au niveau économique qu'on a une nouvelle période d'âge d'or qui est les 10 premières années de la retraite qui permet de voyager, etc. Avant, il y a 40 ans, on n'avait pas les capacités de voyager, les capacités physiques de voyager. Donc on vieillit mieux. Mais il y a toujours ce regard agiste qui est avec l'âge, forcément je vais vouloir le mettre dans une case. Je me bats pour que dans les bilans, on arrête de parler de l'âge. Que quand on fait des cas cliniques et qu'on me dit Monsieur X âgé de 85 ans, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors un senior, je peux savoir qu'il y a plus de comorbidité, mais qu'est-ce que ça change de savoir qu'il a 70, 80, 90, 100 ans, mis à part dans ma tête, d'essayer d'avoir une image d'Épinal, de mettre dans une case, donc il ne peut pas faire ça, etc. C'est quel est son état de santé, quelles sont ses contre-indications, et moi dans mon bilan kinésithérapique, quelles sont ses capacités fonctionnelles, quelle est son intégrité structurelle, quel est son état situationnel, c'est tout ça que l'on voit dans le bilan, quels sont ses projets, et c'est comme ça qu'on va poser d'autres diagnostics kinésithérapiques. Mais l'âge ne veut rien dire. On a des patients de 90 ans qui veulent continuer à marcher dehors, ce que des petits-enfants, certains à faire du vélo, etc. Et très souvent, on veut réduire la chute, on se dit « Ah, il ne faut pas qu'elle tombe, etc. » Mais ça fait partie de sa vie. Combien je me bats, alors à la campagne, moi, c'est mère et de l'Aveyron, pour que les personnes continuent à cueillir les pommes. Alors que la famille leur dit « Arrête de monter sur un escabeau, etc. » Combien j'ai en ville, moi mon cabinet il est en ville à Toulouse, de ne pas prendre l'escalier mais de prendre l'ascenseur, de ne pas aller à la cave, etc. Alors qu'au contraire, il faut le faire et maintenir cette autonomie. La chute, ça fait partie de la vie. Et, par contre, la différence c'est que quand on a 30 ans ou quand on a 80 ans, statistiquement, une chute n'aura pas les mêmes conséquences parce qu'on souvent on n'a pas les mêmes capacités de réserve. On peut ne pas avoir les mêmes traumatismes physiques, mais souvent on a des capacités de réserve. Et donc c'est pas la même chose. Mais
Dans le garagiste, il y a différentes choses. Par exemple, un jeune de 20 ans qui marche avec une canne, on va tous se poser la question comment le sauver de sa canne. Quelqu'un de 80 ans qui a une canne, je ne suis pas certain que tout le monde se pose la question est-ce qu'on peut le sauver de sa canne. Et donc, est-ce qu'on peut réduire les compensations. Et j'ai un peu l'impression que pour l'activité physique, c'est pareil. On fait de la gym douce, très douce, très très douce. Combien de fois je vois même que de la gym assise, y compris en résidence senior en fait. À domicile, voilà, ou un an, il faut qu'il reste à l'intérieur de la maison, qu'on ne sorte pas de la maison. Il n'y a pas de... Souvent, quand on est institutionnalisé, déjà, on n'est pas... il y a quand même une lumière qui s'allume. Ah, le risque lié soit à l'hospitalisation ou à l'institutionnalisation. Mais quand c'est à domicile, on ne se rend pas compte qu'on a mis beaucoup d'aides supplémentaires. Quand il y a le club senior du 3e âge, où c'est la gym très douce, je ne suis pas certain que ce soit très, très utile. Ouais. Je sais pas ce que je pense, mais parce qu'en fait, il n'y a pas cette évaluation avant. Et comme on ne veut pas prendre de risques, on fait quelque chose de très très doux. Limite, si on pouvait les laisser assis, on les laisserait assis. C'est exactement ça, oui. Moins je vais prendre de risques, plus je vais être tranquille. Oui, c'est des risques plus pour ma responsabilité civile qu'autre chose. Et encore, mais ce que tu disais était super juste avec ces histoires de gym assise pour des seniors, et des fois c'est des seniors encore robustes qui n'auraient pas à faire de la gym assise. La gym assise en soi, ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres, parce que si on parle d'activité physique adaptée et qu'on propose que de la gym assise tous les jours de la semaine durant toute l'année, on ne propose pas de l'APA, hein. On impose de la gymnastique assise. Et ça, c'est pas forcément issu des demandes et des attentes des pratiquants. Ça peut même créer énormément de démotivation et d'ennui. La gym assise, à la limite, si des éducateurs sportifs sont exclusivement formés à ça et qu'ils le proposent, oui, c'est dans leur champ de compétences. Maintenant, l'activité physique adaptée, s'il y a un pan gigantesque d'activités à proposer. Alors ça peut être sportif, mais je rebondis sur ce que tu as dit juste avant. Si tu es dans l'Aveyron, c'est un bel endroit. Et s'il y a des pommes, c'est carrément possible de faire de l'APA avec de la cueillette de fruits. Complètement possible. À toi de jouer encore une fois sur les capacités de chacun en donnant des réglementations et des consignes d'aller chercher sur telle branche ou telle branche en fonction de ce qu'il peut produire et pour ne pas le mettre en situation d'échec. Mais à la fin, tout le monde aura pratiqué dans le même sens et tout le monde mangera sa tarte aux pommes. Et ça, c'est très important en termes de valorisation. Encore une fois. Donc ouais, activité physique adaptée ne doit pas être réduite juste à de la gym assise, on va dire, de manière un peu planquée et confortable, surtout pour celui qui la dispense. Là-dessus, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme activité là, pour les seniors? Tu avais d'autres idées comme ça? Alors, il y a un sujet en activité physique qui m'interpelle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Moi, plus jeune, j'ai fait du tennis, dans un club de tennis, etc. Après, j'ai arrêté pour diverses raisons, et puis je continue un peu vraiment en loisir. Mais je me souviens que quand on était gamin, on avait des terrains plus petits, adaptés, des mousses adaptées. Et au fur et à mesure qu'on augmente nos capacités, après on a joué sur un vrai terrain. Moi, je joue de manière très occasionnelle, mais en ce moment j'ai un patient, par exemple, tous les jeudis, il joue au tennis. Mais il a un problème de coiffe des rotateurs, un problème d'équilibre, un problème de canal lombaire étroit, raideur du psoas, etc. Donc moi j'essaye en rééducation de lui permettre de retrouver une intégrité structurelle, de réduire les incapacités qui sont liées à ces structures, donc retrouver de l'amplitude, de la souplesse, etc. Et lui, il me dit spontanément qu'il a adapté, il joue avec des seniors qui ont à peu près le même niveau que lui, il me dit en bougeant beaucoup moins, etc. Et je lui ai parlé, alors lui il m'avait parlé du paddle, ouais. Et moi je lui ai parlé alors d'un nouveau sport qui est le pickleball, que j'ai lu un article que c'était très répandu aux États-Unis et que ça faisait fureur chez les seniors. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas en France, on a beaucoup de seniors, et moi j'en ai beaucoup au cabinet, qui diminuent ou qui arrêtent l'activité, mais même j'ai des patients dès 50 ans qui disent moi maintenant je me fais mal, un truc qui me plaisait vachement, j'ai arrêté parce que je me fais mal.
Alors bon, peut-être déjà problème de rééducation, et ça peut servir de motivation d'ailleurs, hein, pour faire la rééducation, de retrouver l'activité qui nous plaisait. Je pense aussi qu'il faut essayer de motiver la personne pour qu'elle puisse retrouver l'objectif. Mais quand la personne ne peut pas récupérer, eh ben, qu'on puisse adapter l'objectif. C'est toujours la question. Est-ce que je récupère les capacités pour atteindre mon objectif? C'est une chose. Ou est-ce que lorsque je ne peux pas récupérer les capacités, je vais agir sur l'objectif? C'est ça d'ailleurs l'importance de travailler sur diagnostic kinésithérapie. Et là d'ailleurs, j'en profite pour saluer Michel Géda, qui a beaucoup travaillé sur le diagnostic kinésithérapie et qui parle beaucoup de justement, dans ce diagnostic kinésithérapie, de faire le lien entre les capacités de la personne et le projet du patient, et que quand on pose le diagnostic, ça nous permet de voir si on agit sur les capacités, est-ce qu'on agit sur le projet ou est-ce qu'on agit sur les deux. Par exemple, j'ai un collègue, un ami, qui est président de son club de tennis, maintenant c'est devenu un gros club de tennis, et qui a créé une section handicap pour permettre au plus grand nombre de jouer au tennis avec des adaptations particulières et en formant les enseignants de tennis à ce public en situation de handicap. Ouais. En fait, le tennis, c'est de base une discipline sportive qui est... c'est la deuxième discipline sportive préférée des Français. Mais comme on le sait tous, si tu n'en as pas fait depuis que tu es tout petit, si tu veux te lancer au tennis après avoir regardé Roland-Garros ou l'Open d'Australie, tu vas rapidement déchanter, être en situation d'échec et abandonner. Alors que c'est hyper motivant de prime abord parce qu'il y a énormément d'engouement autour de la thématique et de cette discipline sportive. Sauf que les gens ont l'envie, ont la motivation. Donc on a déjà passé le plus dur, c'est l'envie de se mettre au mouvement et à l'activité physique. Là, il y a un sport qui les branche bien. Sauf qu'ils vont se rendre compte que la pratique de cette discipline va demander énormément d'entraînement. Et c'est pourquoi ils sont apparus des disciplines sportives assez récentes, ou pas, parce qu'en fait le pickleball, je me suis renseigné, ça date des années 60, mais c'est vraiment sorti de terre là ces derniers temps, comme le padel. Le padel, c'est aussi une activité tennistique qui a été modifiée. Et en fait, tu te dis, mais ceux qui ont modifié ça, qui ont créé ces sports-là, ils ont ni plus ni moins déjà fait de l'activité physique adaptée en fait. Ils sont partis d'une logique interne d'un sport, le tennis en l'occurrence, qui est difficile, pour modifier certaines réglementations, certains environnements, certains matériels, pour en faire des disciplines beaucoup plus accessibles pour des personnes qui n'avaient pas totalement les capacités de faire du tennis, dans un premier temps. Et là, le pickleball, en fait, ils ont modifié la raquette, elle ressemble à une raquette de ping-pong un peu plus grande. Tu joues sur un terrain extérieur ou intérieur avec une taille approximative d'un terrain de badminton. Donc en termes de déplacement, c'est quand même moins, ça demande moins de ressources énergétiques que le tennis. Et tu as un filet qui est beaucoup plus bas que celui du badminton. Donc ça permet en fait à des personnes qui voudraient se représenter dans un jeu de raquette très à la mode, de pouvoir jouer et de prendre du plaisir et de se dépenser. Et je connais énormément de gens. J'étais sur une formation, quand j'avais donné la formation APA, c'était en Bretagne, je crois. Il y avait un stagiaire qui avait envie de développer vraiment toute une session, paddle adaptée pour ses bénéficiaires. Mais pour le coup, là, c'était peut-être des bénéficiaires plus jeunes. Le pickleball, comme tu dis, c'est une discipline qui est en plein essor chez les seniors américains. Qui aurait énormément de sens d'être davantage valorisé chez nous. Pourquoi pas une discipline à destination des seniors, encore en état de faire des en résidence senior, je verrais ça très bien. Dans les habitats inclusifs, parce qu'il y a du collectif maintenant, il y a de plus en plus d'habitats, on parle des nouveaux habitats pour seniors, où les seniors ont envie d'habiter les uns à côté des autres. Beaucoup trouvent que leur maison est trop grande, demandent trop de moyens, coûtent cher aussi, et en fait ils se rendent compte qu'en louant leur maison, en vendant leur maison, ça leur libère du pouvoir d'achat, qui leur permet d'habiter dans un logement plus à leur taille, avec des voisins, du lien social, et donc c'est favorisant pour avoir des activités collectives.
Et on n'est pas du tout à l'EHPAD, là, hein. On est vraiment, je pense résidence senior autonomie, mais je pense aussi tout ce qui est habitat partagé, tout ce qui est village senior, qui se développe de plus en plus. Et en fait, on pourrait tout à fait imaginer, au lieu qui est le classique terrain de tennis, qui est peut-être un terrain de pickleball qui est adapté. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que le tennis, on adapte à tous les âges de la vie. En fait, on devrait le faire pour tout. C'est comme pour la rééducation, et c'est pareil pour l'activité physique. Au début, quand on est enfant, quand on est bébé, on a très peu de capacités. On est en phase de croissance, on augmente ses capacités, on en acquiert. Je pense par exemple pour le relevé du sol, pour se lever du sol. Et après, quand on est adulte, contrairement à ce que l'on croit, on ne se lève pas du tout comme quand on se levait quand on était bébé. Parce qu'on a plus de force musculaire. Et donc, on n'est pas du tout obligé de passer par le quatre pattes. C'est pas le moment naturel. Et ensuite, quand on est adulte, jeune adulte, c'est là qu'on est au summum de ses capacités. Et quand tout à l'heure, je parlais que vieillir, c'était perdre des capacités et les compenser, au fur et à mesure qu'avec l'âge, j'aurai peut-être moins de capacités. Si je ne fais pas d'activité physique particulière ou de rééducation particulière, je vais en perdre. Et donc, je vais les compenser petit à petit. Et peut-être que pour me relever du sol, alors que je serai plus capable de me lever directement via ce qu'on appelle un pied-au-pied, c'est-à-dire être assis et pousser sur les pieds pour se lever, je vais commencer à me tourner, me lever à trois pattes, me lever à quatre pattes. Et peut-être que l'activité physique c'est pareil, qu'il faudrait l'adapter aux différentes évolutions, et peut-être qu'ensuite qu'on est sur donc il y a la phase montante, le plateau et la phase descendante, et quand on est sur la phase descendante, c'est un peu qu'on rembobine le fil, et au fur et à mesure que je perds des capacités, je vais remettre les compensations que j'avais au début quand j'étais de la phase croissante. Et je vais comme ça revenir en arrière de ma phase croissante. Et donc, peut-être, c'est un peu l'image que j'en ai, je sais pas, que le pickleball, ça correspond peut-être à la satisfaction sociale et cognitive du senior qui a son vécu, qui n'est pas pareil que l'enfant, hein. On n'a pas les mêmes appétences, donc ça correspond aux appétences du senior, tout en ayant une sollicitation des capacités fonctionnelles qui sont celles qu'on avait quand on était plus jeune. C'est ça. Il n'y a plus qu'à trouver un terrain et à lancer une grosse campagne sur le pickleball pour les seniors, Damien. Il va falloir qu'on le fasse. Moi je suis prêt, hein. Je suis prêt. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire et on va créer la Fédération française du pickleball. C'est ça. Il n'y a plus qu'à tout lancer, je vais rédiger les statuts et puis... Elle existe déjà. Peut-être, je pense que ça existe déjà. Et tu vois, je pensais aussi, alors moi je parle de ce que je connais, des sports que je connais, du ski. Et je trouve que moi j'ai appris à l'époque avec des grands skis droits, des skis droits qui étaient très longs, sans d'ailleurs réellement prendre des cours de ski en apprenant sur le tas, donc c'était très compliqué, très long, on se fait mal, comme quand j'avais appris le surf, on se fait mal. Et moi j'ai trouvé ça révolutionnaire en prenant un prof que j'ai pu apprendre le surf assez vite sans me faire mal. Après j'ai préféré le ski, donc j'ai arrêté le surf. Mais déjà que quand on est avec quelqu'un de compétent qui permet de maîtriser le geste technique et surtout qui réduit la peur, quand on n'a plus peur de tomber, on fait des progrès. Et après, on a donc l'éducation, je dirais, la formation qui permet de faire des progrès. Et après, l'évolution des outils. Par exemple, pour le ski, les skis se sont beaucoup raccourcis. On a les skis paraboliques qui fait qu'on tourne beaucoup plus facilement. Et puis, on a les skis pour débutants qui fait que même que quelqu'un qui n'a jamais fait de ski, avec les skis pour débutants qui sont très courts, très stables, etc., on peut très rapidement, et je dirais en quelques jours, très rapidement apprendre à descendre une piste, alors qu'avant c'était impossible. Et je me fais la remarque que par rapport au pickleball ou l'activité physique adaptée, là en agissant sur l'outil, tu parlais de la taille de la raquette, etc., on peut faire en sorte, ou la balle, on peut faire en sorte qu'une activité physique qui à la base était peut-être complexe, qu'elle devienne abordable et qui va permettre de mettre le pied dans l'étrier pour commencer ensuite à monter en compétence. Et je trouve ça intéressant ce côté porte d'entrée, c'est-à-dire que quand on fait notre diagnostic kinésithérapie pour de la rééducation en gériatrie, ça commence très jeune, 60 ans, mais on pourrait même dire dès 50 ans, que se dire comment permettre à la personne de se remettre à l'activité physique, comment moi j'agis sur l'intégrité structurelle lorsqu'elle est altérée, mais qu'en même temps qu'elle se remette à une activité physique adaptée en fonction de ses contre-indications et en s'appuyant sur ses capacités pour créer un cercle vicieux, un cercle vertueux, parce que justement très souvent avec l'âge on a ce cercle vicieux qui est j'ai mal, je réduis mon activité, je perds des capacités musculo-squelettiques, en partant de capacités musculo-squelettiques
j'augmente la douleur, et c'est un vrai cercle vicieux qui, à la fin, va déboucher sur une chute. Exactement. Donc effectivement, c'est tout là la philosophie de l'activité physique adaptée, c'est de donner un tremplin avec des impulsions d'activité physique, qu'elles soient sportives ou non, à une personne qui va se prouver à elle-même qu'elle en a les capacités pour ensuite, à moyen long terme, pratiquer pratiquement de manière autonome. C'est ça le projet. Alors c'est sûr qu'à tout âge de la vie, quand on arrive à l'âge le plus avancé de la personne, elle n'ira peut-être pas toquer à la porte d'un club ou d'une association, mais en tout cas elle aura une pratique autonome dans son environnement qui sera soit à son domicile, soit sa résidence. La pratique autonome, ça peut être marcher. Ça peut être marcher en notre capacité. Ça peut être se lever et s'asseoir sans avoir besoin de la tierce personne. Et là, je parle de la fin de vie en EHPAD, etc. Ça peut être un peu plus tôt, lorsqu'on est en résidence senior, enfin même en EHPAD d'ailleurs, à l'entrée en EHPAD, et pour tout le monde en résidence senior ou à domicile, monter, descendre les escaliers, aller chercher le courrier, aller dans la rue, aller au magasin de proximité. En fait, c'est vrai que très souvent, on a tendance à vouloir faire à la place. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la personne fait lorsque je ne suis pas là? Je pense au jardinage. Je trouve que le jardinage, là aussi, dès qu'on est à la campagne, c'est génial. Le jardinage. Je pense pour ceux qui sont en ville, quelque chose qui marche hyper bien, c'est avoir un chien. Promener le chien à la campagne, ça ne marche pas. Il suffit d'ouvrir la porte, il va se promener tout seul. Et le jardinage en ville, ça ne marche pas. Ça veut donc dire qu'il faut avoir des activités qui ont du sens, les accompagner par beaucoup d'activités signifiantes. Mais par exemple, pour une personne en ville, aller promener le chien, ça lui fait du bien socialement, ça a du sens de promener le chien, c'est utile, et ça l'incite à bouger. Pour quelqu'un qui est à la campagne, aller faire du jardinage, et c'est bête, hein, mais se baisser, se relever, porter la brouette, etc. Et je pense qu'on peut tout à fait adapter le jardinage en fonction de ce qu'il est capable de faire, mais certainement pas dire il suffit de réduire le jardinage. On connaît en économie un indice économique qui est l'indice Big Mac, parce que le McDo est international et ça permet de comparer le pouvoir d'achat des différents pays en fonction du prix du Big Mac, qui est une des choses qu'on trouve à peu près partout dans le monde. Moi je me dis qu'il y a un autre indice qui peut être intéressant pour ceux qui sont à la campagne, c'est la taille du potager. Et il est marquant de voir, non pas que le potager diminue lorsque la famille se réduit parce que les enfants sont partis, c'est pas là qu'il diminue, parce que souvent ils font des conserves, ils donnent aux voisins, etc. Mais par contre, quand ils commencent à perdre des capacités, c'est là qu'ils disent j'ai plus besoin de faire tout ce potager, je le réduis, en s'auto-justifiant qu'il n'y a plus besoin de faire pareil. Et ça doit nous alerter, parce que ça montre que la personne commence à réduire son activité physique, qui était quelque chose qui lui plaisait, parce que très souvent, le potager, moi je vois, ils ont fait ça toute leur vie. Donc si je commence à réduire une activité que j'ai fait toute ma vie qui me plaît, je peux m'interroger. C'est comme pour aller promener les chiens. Si je commence à réduire le pauvre chien, la durée de la balade, mais je dirais la distance parcourue pour la balade, ça montre bien qu'il y a un début de perte des capacités qui a pu passer inaperçu. C'est le premier indicateur, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu disais avec une signification dans l'activité proposée, c'est que d'un territoire à l'autre, ce ne sera pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes projets. Des fois, quand je vais former plutôt en zone rurale, des confrères et des consoeurs à la thématique de l'APA, en activité physique adaptée proposée, je vais avoir beaucoup plus d'activités type domestique ou type jardinage, bricolage ou dans la maison. Et des fois, quand je suis plus en milieu urbain pour la formation, ils vont beaucoup plus m'impulser des activités sportives avec vraiment une réglementation à connotation très sportive. C'est vrai ce que tu dis que d'un environnement à l'autre, on sera avec des attentes et des propositions totalement différentes. Et c'est ça qui est riche aussi dans l'activité physique adaptée, c'est que c'est un champ du possible qui est inimaginable. Et comme tu le dis, chez la personne âgée, encore à domicile, pour qui on doit conserver son autonomie du mieux possible, parce que c'est aussi dans les politiques publiques, c'est de maintenir la personne en autonomie le plus longtemps possible à la maison, ça doit passer par là. Moi, je peux qu'encourager, dans un premier temps, les confrères et les consoeurs à déjà faire des soins à domicile, mais aussi de proposer de l'APA à domicile, et à côté de ça, à distance, peut-être,
s'imposer, se valoriser comme un acteur essentiel de l'activité physique adaptée en institution, que ce soit en résidence senior autonomie ou en EHPAD. Le kinésithérapeute doit apporter cette deuxième casquette kiné et APA dans les institutions. Et je tiens à dire que même, alors moi je travaille dans une unité cognitivo-comportementale, c'est-à-dire avec des troubles cognitifs, alors on dit souvent maladie Alzheimer, mais c'est les maladies neurodégénératives, en crise, une UCC c'est une unité fermée, en crise, donc on pourrait se dire qu'on ne peut rien faire en rééducation, qu'on ne peut rien faire en activité physique, et en fait, dans mon expérience, le ballon, c'est quelque chose qui marche très bien, qu'on garde jusqu'au bout. Le jeu de balle, rien que se passer le ballon à la main, ça marche très bien. Et c'est marrant parce que très souvent, et c'est beaucoup plus masculin, j'ai régulièrement des patients, des hommes, qui mettent le ballon par terre et qui veulent taper avec le pied dessus. Et des fois debout, qu'on fait des choses debout, qui commencent à jouer au foot. Et là, je lui dis, oh, celui-là, et d'ailleurs, si je lui pose la question qu'il est en capacité de répondre, il répond. Des fois, il peut pas répondre. Mais en fait, on voit cette appétence à taper dans le ballon comme jouer au foot. Ouais. Alors que ça m'est arrivé rarement d'avoir des dames qui veulent taper dans le ballon et qui, elles, vont plutôt le prendre à la main comme un objet ou le passer. Alors là, je suis dans un milieu rural où il y avait assez peu de loisirs, la moyenne d'âge c'est 90 ans, donc certainement que les choses vont beaucoup évoluer avec l'augmentation des loisirs. Et en ville, c'est un peu différent. Mais en fait, c'est là que je me suis dit, lui, il aime jouer au foot, ou il aime taper dans le ballon, et je vais lui faire une activité qui lui permet, avec mes objectifs rééducatifs, d'aller travailler l'équilibre intrinsèque dynamique, par exemple, ou l'équilibre unipodal, sans même lui dire de consigne de lever le pied, parce qu'il ne comprend pas. Mais le fait qu'il tape dans le ballon, forcément, il va lever le pied et travailler son équilibre unipodal, par exemple. Donc en fait, je détourne quelque chose pour une activité qui pour lui a du sens, qui est du jeu, et que moi j'appelle ça une activité de rééducation, mais que toi-même, tu pourrais aussi appeler une activité physique adaptée. Voilà. Sauf que le sens final de l'APA restera quand même de redonner l'autonomie à la personne dans une pratique et un mouvement. Voilà, c'est un peu ça la pour que la personne puisse ensuite faire cette activité d'elle-même. Alors qu'en rééducation, ça serait un moyen, un outil pour récupérer des capacités fonctionnelles ou une intégrité structurelle, mais pas que la personne fasse l'activité en elle-même. Alors que l'APA, c'est pour faire l'activité. C'est ça, ouais, absolument, ouais. Et ça lui permettra de faire de la prévention. Exactement. Et en plus de la prévention. Et donc là, on a beaucoup parlé des seniors, mais un autre domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est les aidants, qu'ils soient les aidants naturels ou professionnels. La prévention de la pénibilité de ces métiers. On sait qu'on a beaucoup de mal à embaucher dans ces métiers de grand âge. Il y a différents plans pour essayer d'embaucher. Et de la pénibilité beaucoup liée aux troubles musculo-squelettiques, les TMS. Et alors, dans les aidants, il y a les aidants naturels. Très souvent, statistiquement, c'est très souvent la femme, la compagne ou les enfants. C'est plus souvent dans ce sens-là. Des fois, c'est le mari. Ou les aidants professionnels, aides-soignantes, infirmiers, auxiliaires de vie, tous les métiers d'aide à la personne. Et là aussi, très souvent, j'ai été interpellé en faisant des formations de prévention des TMS, des formations de manutention qui sont basées sur la sollicitation des capacités. Et dans les formations que je donne aux kinés aussi en rééducation gériatrique, on aborde ce côté-là, comment le kiné est une personne ressource pour cette prévention des TMS et surtout comment solliciter les capacités du senior, de la personne aidée. Comment ces aidants, en fait, souvent aussi par manque de temps, parce qu'ils cumulent l'activité professionnelle, l'activité d'aidant, l'activité familiale, parce qu'ils ont même leurs enfants, ils s'occupent de leurs parents, de leurs enfants, etc. Ou quand ce sont des seniors qui sont aidants, qu'eux-mêmes ont leurs propres problématiques. Moi, j'avais quand même pendant de longues années une patiente de 96 ans qui était aidante de sa fille de 76 ans, sa fille qui était schizophrène. Et elle-même, à 96 ans, il faut être honnête, à domicile, j'allais à domicile, avait perdu beaucoup de capacités. Grosso modo, elle était la tête et sa fille était un peu les jambes. Mais voilà, il fallait maîtriser tout ça. Et donc, là aussi, je me dis que cette activité physique, on sait que c'est très bon pour la santé et qu'il ne faut pas qu'on oublie les aidants et de l'adapter aux aidants. Et peut-être aussi dans les milieux de soins, inciter les gens à faire de l'activité. Alors souvent on dit prendre les escaliers, c'est tout bête, aller marcher. Bon, alors après il y a
alors ils disent souvent, oui, mais moi je fais déjà beaucoup d'activité physique puisque je mets l'intention d'être patient toute la journée. Sauf que, bon, c'est des pas, c'est foncé sur le dos, etc. Est-ce que c'est de la vraie activité physique? Non, parce que là, ce que tu abordes maintenant, plus dans une logique d'aidant qui doit pratiquer aussi pour sa santé, là, on sera plus dans de l'activité physique adaptée, mais davantage dans du sport santé, je pense. Et ça, comme tu le dis, ils vont, enfin, là, ce que tu verbalises, mais je l'entends aussi très souvent quand je vois certains collègues qui vont prendre l'ascenseur plutôt que monter juste les marches du premier étage. Ils disent oui, mais bon, là, je fais déjà assez de sport ici. Ben, l'activité physique professionnelle, c'est pas l'activité physique domestique ou de loisir. L'activité physique professionnelle, t'es pas dans une évasion, un moment où tu breaks, où tu t'auto-centres sur toi-même, sur ta santé physique et sur ta santé mentale. Au contraire, là, t'es surtout dans le milieu des aidants. Là, tu donnes ton corps aux bénéficiaires ou aux usagers, quoi. Donc ça n'est pas du tout un argument. Il faut leur expliquer que faire de l'activité physique et sportive pour soi, c'est 1000 fois plus enrichissant physiquement et mentalement que de faire de l'activité physique au travail. Et là, la thématique du sport santé est un peu différente de l'activité physique adaptée. Là-bas, en soi, tu vas plutôt être dans une logique de réconcilier une personne avec le mouvement, alors que le sport santé, une personne va faire du sport pour sa santé, il y a l'intention de faire déjà, l'usager ou le bénéficiaire est déjà dans une démarche convaincue, et il va le faire dans une logique plutôt sportive, sport santé, donc davantage cadré, codifié par une réglementation. Plutôt que l'activité physique adaptée où on va être beaucoup plus ouvert aux attentes, aux besoins de la personne, que ce soit du potager, que ce soit un tennis adapté ou que ce soit un pickleball encore plus adapté. Et on sait qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la santé des professionnels et on sait que les professionnels libéraux en particulier, tous les professionnels de la santé sont très exposés au burn-out, en bon français à l'épuisement professionnel. Il existe des associations comme SPS pour accompagner les professionnels. Je crois que c'est important de rappeler que SPS est là en soutien des professionnels et il y a une application SPS qui permet par exemple de parler en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à un psychologue si on en a besoin comme ça en urgence. Et très souvent en fait on ne pense pas à sa propre santé, on passe notre temps à s'occuper de la santé des autres et on ne pense pas à notre propre santé. Et c'est vrai que même si je vais faire des domiciles à pied, que je prends les escaliers, etc., je suis en train de penser à mon activité professionnelle. C'est pas la même chose, et moi je fais beaucoup ça à Toulouse, où à chaque fois avec les immeubles, je prends les escaliers, et ça me fait du bien quand même. Mais c'est pas la même chose que si je vais courir et je vais me vider la tête. Mais je tenais juste à rebondir sur SPS que tu as mentionné, et puis comme tu parles de Toulouse, moi je vais parler de Metz aussi. Savoir que la deuxième maison des soignants a été inaugurée à Metz en fin d'année 2025. Donc voilà, je veux juste m'en gargariser un peu de manière très chauvine. Venez à Metz, c'est bien, il y a des trucs cool pour les soignants aussi. Ah ben c'est important. Et tout à l'heure tu parlais du sport santé. Alors il y a un test, je ne sais pas si tu le connais, qui va être prédictif du bien vieillir en autonomie, qui est la capacité, à n'importe quel âge, de se relever du sol en partant de la position assise au sol sans utiliser les mains. Est-ce qu'on est capable, assis au sol, de se relever sans utiliser les mains? Ouais. Bon, moi, il faut vraiment que je sois très très en forme, sinon j'ai besoin d'une main. Alors on peut utiliser une main, mais si on a besoin des deux mains, déjà c'est péjoratif. Bon, c'est note sur 10, si j'utilise deux mains, j'ai déjà 8 sur 10, et on sait qu'en dessous de 7,5, on va vivre en mauvaise santé, donc c'est important de le faire. Et moi j'étais impressionné de voir des amis de 30 ans qui étaient capables, très facile, de se relever du sol uniquement avec les pieds sans utiliser les mains, parce que ça nécessite de la souplesse et de la force musculaire. Et donc en fait, je me dis que, et ça on se rend pas compte en fait dans l'activité, dans nos activités tous les jours, et moi là j'ai 46 ans, et j'ai vu, et ça m'a motivé pour me remettre au sport, que je me rendais compte en ayant un peu changé mon activité professionnelle, et il faut être honnête, j'ai eu plus de responsabilités, donc plus derrière l'ordinateur,
que ce soit mon salariat ou pour mes investissements professionnels, en ayant réduit un peu le temps du cabinet. Et donc en fait, les jours où les demi-journées où je suis chez moi, et je suis malheureusement beaucoup assis, il faut que je m'achète d'ailleurs, c'est bête, hein, un exemple très concret. À mon salariat, j'ai fait acheter, parce que je suis agent de prévention des risques professionnels, des bureaux électriques, donc à auto variable pour travailler debout. Je n'en ai pas acheté pour moi. Et j'ai acheté pour les autres. Donc, souvent, on pense peut-être pas assez à soi, mais en fait, en diminuant l'activité physique, sans s'en rendre compte, peut-être qu'on est moins à l'aise pour se mettre sur un pied, c'est tout bête, hein, pour s'habiller, pour mettre les chaussettes. Moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance, et alors maintenant je fais gaffe, à m'asseoir chaque fois que je mets des chaussures, alors qu'avant, je m'accroupissais, je me mettais au sol pour mettre des chaussures, etc. À se tenir pour sortir de la baignoire, là, j'ai pas une douche, j'ai une douche baignoire, et donc en ayant peur de perdre l'équilibre pour enjamber le rebord de la baignoire, juste à poser la main sur le mur à côté, et je me disais, mais il y a 2-3 ans, avec la main, je touchais pas le mur. Pourquoi est-ce que maintenant je touche le mur dès que j'enjambe? Comme si je sentais inconsciemment, je sens que j'ai un peu moins de réaction. Et je vais te raconter une petite histoire que je raconte régulièrement en formation, qu'il y a 2 ans, en faisant un voyage en voiture, j'étais resté 2-3 heures assis et j'avais envie de faire une pause pour aller aux toilettes. Et au moment où je m'arrête, que je sors de la voiture, je me dis tiens, je vais prendre un petit raccourci, c'est tout bête, hein, au lieu de prendre le chemin, je me dis je vais enjamber le trottoir et je vais passer à travers la terre, qu'en plus c'était en travaux, le goudron qui était cassé. Et j'étais un peu, les gens ont dormi, je lève pas assez le pied, j'ai le pied qui trébuche sur le bord du trottoir, et je me rends compte en direct, et tout ça s'est passé dans ma tête en direct, que alors que j'ai voulu faire une réaction parachute en avançant l'autre pied, mon quadriceps a mis du temps à se contracter. Déjà, il a mis du temps à réagir. Et en plus, quand il s'est contracté, il s'est pas contracté avec assez de force. Il n'était pas du tout assez explosif. Donc, j'ai pas pu me récupérer. J'ai fait un deuxième pas qui n'a pas suffi. Et j'ai fini par tomber. Genre, heureusement, j'ai eu la réaction parachute. Mais je voyais que les morceaux de goudron qui étaient cassés allaient être douloureux. Et après être tombé, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me relever et de voir si quelqu'un m'avait vu. Et on voit bien ce côté dévalorisation que ça crée. Et là, je me suis dit, bon, il faut absolument que je m'en mette au sport, parce que clairement, souvent on dit on a chuté par accident. Non, on ne chute pas par accident, on chute par perte des capacités. Et que dans la même situation, il y a 5 ou 10 ans, je pense vraiment, quand je faisais encore pas mal de sport, que j'aurais eu la force musculaire. Déjà, certainement que j'aurais levé plus le pied, parce que j'aurais eu plus d'équilibre, plus de force sur un pied pour lever l'autre. Là, j'avais tendance peut-être en sortant de la voiture à traîner les pieds, mais tant bien même que j'aurais accroché, j'aurais une réaction parachute efficace, qui là n'a pas été le cas, en ayant plus de force musculaire. Tout ça pour dire que, vous voyez, dès 45 ans, de toute façon on sait que la sarcopénie, à 45 ans, je crois que c'est 15% des personnes de plus de 45 ans qui sont sarcopéniques, et qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup plus de sarcopénie chez les jeunes aussi. Alors sarcopénie, perte de force musculaire, tout ça, on peut en débattre sur le terme pathologie sarcopénique, mais on voit bien qu'aujourd'hui, même chez les plus jeunes, on a une vraie perte des capacités musculaires, et donc ça interroge beaucoup, parce que si on n'a pas ça, on n'a plus de réaction parachute, et là je parle que dans un domaine. On pourrait parler cardio-respiratoire, de la tension, de la prévention des maladies chroniques comme le diabète, etc. Donc en fait, comment on peut remettre au sport, et là tu parlais du sport santé, et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Nous, dans le traitement en kiné qu'on a, peut-être demain de les rendez-vous de prévention, de le sport santé, les conseils à donner. Et je veux dire, on a tous, je crois, des soignants au cabinet. On a tous des professionnels qui passent leur temps à prendre soin des autres. Mais qu'est-ce qu'ils font pour eux-mêmes? Il y a une possibilité là-dessus qui est en train de voir le jour avec la stratégie nationale sport santé 2025-2030 qui voudrait proposer du sport en entreprise dans un premier temps vers les acteurs de la fonction publique et en particulier la fonction publique hospitalière. Donc il y aura des actions dans ce sens-là vis-à-vis de la stratégie nationale sport santé. À voir, à suivre. Ça c'est important, mais en espérant de ne pas tomber dans l'excès qu'on a connu il y a 20-30 ans, et même qu'on a très bien connu au XXe siècle, qui a été de vouloir adapter l'homme au travail. Et c'est très connu, hein, ces établissements, ces grandes entreprises manufacturières
qui proposait des salles de gym gratuites, etc., pour muscler les personnes, pour qu'elles soient adaptées au travail, plutôt que de réduire la pénibilité du travail. Donc il faut effectivement que ce soit du sport santé pour la santé des salariés, mais pas pour prévenir les TMS liés au travail, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Non, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait cette notion de plaisir, toujours, indispensable. Bon, ce que j'en déduis, c'est qu'il faut que on fasse un petit test de tes compétences physiques dans pas longtemps, Damien. Mais je pense que tous, il faut qu'on le fasse. Et après, je crois que ce qui est important, c'est de se former. Moi, je suis frappé, malheureusement, beaucoup de kinés ont une vraie activité en rééducation gériatrique. Je suis loin d'être certain que tous les kinés se soient déjà formés à la rééducation gériatrique. Pourtant, dans d'autres domaines, je veux dire, en rééducation pédiatrique, on se forme, en neurologie, on se forme, etc. On sait si on n'est pas compétent. Le problème en gériatrie, c'est que c'est rarement le senior qui va nous renvoyer qu'on n'est pas efficace. Dans le milieu sportif, si on n'est pas bon, le sportif il va très bien dire que toi t'es pas bon, j'en prends un autre parce que je fais pas de progrès. Alors que les seniors, c'est lui-même qui va dire qu'il ne fera pas de progrès. Donc, on ne se sent pas d'obligation. Et c'est là aussi qu'on s'ennuie en rééducation gériatrique, parce qu'on fait toujours pareil. Alors que si on est formé, qu'on pose des vrais bilans, des diagnostics, on ne fait jamais pareil, parce qu'il n'y a jamais deux cas pareils. Mais pourquoi est-ce que pour intervenir dans un club de foot, je vais me former en kiné du sport? Et pourquoi quand je vais intervenir à domicile, en résidence senior ou en EHPAD, je ne me forme pas en gériatrie? À croire que la gériatrie c'est facile, qu'on l'a appris quand on était à l'école du kiné, alors que la gériatrie c'est le domaine dans le monde, c'est le domaine de santé où il y a le plus de recherche. C'est le domaine, il y a le plus de recherche parce que pour faire face au vieillissement, pour maintenir l'autonomie, il y a d'énormes enjeux et il y a énormément de nouveautés qui arrivent. Donc il faut être en veille en permanence. Et en fait, comme ce sont des personnes, des seniors, qui vont même pas, qui eux-mêmes sont agistes envers eux, qui disent mais à mon âge qu'est-ce que vous voulez, ils renvoient aux professionnels, soyez sympas et ça suffira. Et je trouve que nous en tant que professionnels de santé, on se doit au contraire, en éducation, tout à l'heure tu parlais d'éducation à la santé, en éducation thérapeutique, de former le patient, peut-être à augmenter ses projets. Et dans le diagnostic initial, c'est ce qu'on fait, à dire mais vous pouvez faire plus que ce que vous pensez. Parce que moi-même aussi, je me suis formé et que je sais mieux évaluer vos capacités et ce que vous êtes capable de faire. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de se former pour éviter l'agisme. Et une des solutions, c'est de donner moyens. Quand on a dit, voilà, le sport santé quand on est plus jeune, enfin le sport santé, l'activité physique, et chez les seniors ou dans le milieu du handicap, l'activité physique adaptée qui va permettre à la personne de continuer à faire ce qui lui plaît. Parce que c'est quoi bien vieillir? La définition de bien vieillir, c'est pouvoir continuer à faire ce qui est important pour nous. Ouais, je pense que de toute façon, la thématique que tu proposes sur tes formations en présentiel ou e-learning, elle est totalement en coopération, en collaboration avec la thématique que je peux proposer. C'est vrai que des stagiaires me parlent souvent de la prise en charge activité physique adaptée des seniors, en particulier en EHPAD ou en résidence autonomie. Et c'est vrai qu'il y a des attentes vis-à-vis de ça, au moins comprendre le sens de l'APA, pourquoi on le fait pour la personne âgée. Et ça, je peux moi que leur recommander d'avoir toutes ces réponses auprès de tes services et de ta formation.